Merci. Alors maintenant, nous allons nous focaliser sur le plan sagittal avec l'espace antérieur. Alors l'espace antérieur est en fait un espace purement conceptuel, puisqu'il correspond à l'épaisseur de ce qu'on enlève en avant, c'est-à-dire la trochlée et la rotule, qui doit correspondre grosso modo à ce que l'on met au niveau de la prothèse. Mais finalement, cet espace antérieur n'a d'antérieur que le nom, puisqu'on devrait l'appeler finalement espace fémoro-patellaire, puisqu'au cours de la flexion, l'espace devient distal, et puis il y a tous les intermédiaires qui sont possibles au cours de la flexion-extension du genou. Enfin, toujours est-il que dans tous les cas, on doit essayer de maintenir un espace similaire à ce qui était en préopératoire. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Eh bien parce que de la même manière que l'enveloppe ligamentaire fémoro-tibiale du genou est inextensible, eh bien l'enveloppe fémoro-patellaire est elle aussi inextensible. Et donc si on veut avoir des bons résultats, on n'a pas d'autre solution que de respecter l'espace fémoro-patellaire. Et si on ne respecte pas cet espace, eh bien on s'expose à des risques de complications avec des douleurs rotuliennes résiduelles, une diminution des amplitudes articulaires et puis des défauts de course rotulienne. Alors la difficulté, c'est que toutes les étapes de la prothèse de genou influent sur l'espace fémoro-patellaire, et ce n'est pas uniquement une question de coupe rotulienne. Ainsi, depuis du début à la fin de l'intervention, eh bien, chaque geste, chaque choix, chaque option va avoir une conséquence au niveau fémoro-patellaire. Et si vous regardez au niveau des coupes rotuliennes et trochléennes, eh bien, à l'évidence, une coupe mal faite va impacter l'espace fémoro-patellaire, mais également le positionnement sagittal de la pièce fémorale. Une pièce fémorale trop grosse ou trop petite va modifier l'espace antérieur, de même qu'une pièce fémorale translatée en avant ou en arrière. La proximalisation ou la distalisation de la pièce fémorale va avoir également un impact sur la course rotulienne. Et puis, bien sûr, la rotation, comme vient de nous l'expliquer Emmanuel Marchetti. Alors, regardons les choses plus en détail. L'épaisseur rotulienne est absolument fondamentale. Si on n'enlève pas cette rotule et qu'on a une rotule résiduelle trop épaisse par rapport à l'état natif, eh bien, ça augmente énormément les pressions fémoro-patellaires et le stress sur les ligaments. Si la rotule est trop fine, c'est-à-dire si on a coupé trop de rotule, eh bien, on s'expose à des risques de nécrose avasculaire de rotule et de douleur. Et ces nécroses avasculaires de rotule, ces petits problèmes rotuliens, sont sous-estimés dans la littérature. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on ne les réopère pas. Et comme on ne les réopère pas, ça n'apparaît pas dans la littérature, ça n'apparaît pas dans les registres. Et tous ces petits problèmes rotuliens, on sait très bien qu'ils vont énormément compromettre le résultat fonctionnel des patients. Dès qu'un patient a un problème de ce type, eh bien, il ne retrouvera jamais son niveau initial. Et pour éviter ça, eh bien, il faut simplement utiliser un mesureur pendant l'intervention. Il faut prendre le temps de mesurer l'épaisseur de la rotule native et l'épaisseur de la rotule après les coupes. Il faut mesurer avant de faire la coupe et il faut mesurer avec l'essai, quitte à recouper et à ajuster en fin d'intervention. Et il faut appliquer la règle de la reproduction taille pour taille de l'épaisseur rotulienne. La seule exception, c'est les arthroses fémoro-patellaires avec une rotule extrêmement fine. Et dans ces cas-là, eh bien, très souvent, il faut couper à main levée et juste abraser l'os sous-chondral pour garder le maximum de stock osseux rotulien. L'orientation de la coupe rotulienne est bien sûr capitale. Et bien sûr, on imagine bien que ce patient a quelques problèmes rotuliens. Et il ne faut pas hésiter, dans ce cas, à reprendre le patient pour lui remettre la rotule parallèle à la face antérieure, qui est la condition sine qua non pour avoir un bon résultat. La résection trochléenne n'est pas si simple, et c'est une simplification abusive que de s'aligner strictement sur la corticale antérieure, car la saillie trochléenne est très variable d'un patient à l'autre, et lorsque je mets une prothèse qui n'est pas non sur mesure, eh bien je mesure la saillie trochléenne pour essayer de reproduire la saillie native. Alors Emmanuel Marchetti nous a parlé de la rotation de la pièce fémorale et on sait très bien que dès que l'on met de la rotation, eh bien on va jouer finalement sur le niveau de coupe antérieur qui va parfois devoir être compensé et on devra changer la taille de la prothèse.
Alors simplement, il faut bien comprendre qu'il y a deux types de guides de rotation externe. Dans la plupart des prothèses, tout particulièrement les prothèses américaines, le guide de rotation est un guide central. Et donc la rotation externe appliquée dans ce guide central est équivalente avec... il y a une partie qui est une surcoupe interne et une partie qui est une sous-coupe externe. Et donc les conséquences finalement sur le dimensionnement fémoral sont relativement modérées. En revanche, les guides qui ont une rotation médiale, comme par exemple le guide HLS ou le guide de la prothèse Corin, eh bien, la rotation externe est obtenue exclusivement par une sous-coupe externe. Et dans ces cas, les conséquences sur la dimension antéro-postérieure de la pièce fémorale sont tout à fait considérables. La technique de référence est également une conséquence importante. Si l'on fait de la référence antérieure, on évite le notching et on respecte assez bien l'espace antérieur. Par contre, si l'on utilise une technique à référence postérieure, il y a de nombreux avantages. L'avantage est que l'on contrôle mieux l'espace fémorotibial en flexion et on contrôle bien l'offset postérieur. En revanche, la variabilité est en avant. Et donc, si on ne fait pas attention, eh bien, on peut avoir des variations avec soit du notching, soit des trochlées excessivement saillantes. Et puis, la coupe fémorale distale est capitale, et souvent on méconnaît ça. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le fonctionnement rotulien dans son environnement musculo-ligamentaire. Et si on reproduit le positionnement natif du fémur en proximo-distal, eh bien on ne change pas les tensions dans l'appareil musculo-ligamentaire. Mais si l'on distalise la pièce fémorale, eh bien on va augmenter énormément les contraintes, car cette distalisation de la pièce fémorale, finalement, revient à allonger le fémur. Et si on allonge le fémur, eh bien on augmente les stress fémoro-patellaires, on augmente les tensions dans les ligaments, on rallonge la course rotulienne autour du fémur et on augmente les tensions dans le quadriceps. Et on a l'impression que c'est virtuel, mais non. Chaque fois que l'on met une prothèse avec une technique d'alignement mécanique, on allonge le condyle externe, on distalise le condyle externe. Et donc, on augmente la course rotulienne et on modifie complètement la cinématique fémoro-patellaire dès que l'on rallonge le condyle externe. Le sizing peut poser des problèmes au niveau de l'espace antérieur, et même avec les prothèses les plus modernes, les mieux dessinées, eh bien, nous savons tous qu'on est souvent obligé de faire des compromis entre le sizing médiolatéral et antéro-postérieur. En ce qui concerne le dessin de la prothèse, eh bien, Mo nous en a parlé, il nous a montré les variabilités qu'il peut y avoir d'une prothèse à l'autre, et c'est fondamental parce que vous pouvez bien respecter la dimension sur la coupe osseuse en termes de surface, vous pouvez bien respecter l'espace antérieur, si le dessin de la prothèse lui-même n'est pas bon, eh bien vous allez créer des problèmes avec des conflits et des douleurs. Donc en conclusion, n'oublions pas que la rotule, c'est plus que les coupes osseuses et que l'on doit penser à la cinématique fémoro-patellaire tout au cours de l'intervention. Merci de votre attention.